Freddy Lomo. Croque-Mitaine, cette bête sombre, méchante, qui vient déchaîner sa violence sur de pauvres petites brebis un peu galeuses. Ce soir, mes refs de sang, c'est bien un bolos que je vais évoquer avec vous, ne s'intéressant qu'à la moitié du royaume de Sandman. Celui le plus sombre, inquiétant, effrayant, responsable des terreurs nocturnes, le dieu des cauchemars. Si je vous dis les griffes de la nuit, vous devinez? Eh ouais, je vous régale. Freddy, le seul, l'unique. Celui dont le crissement de ses lames nous rappelle tous notre maîtresse sadique qui griffait son tableau pour exiger le calme. Pardon, j'ai le démon. Alors oui, Freddy, mais pas n'importe lequel. Celui où Wes Craven n'a pas participé à l'écriture du scénar. Un film moins mis en avant que le premier et le troisième sur les réseaux sociaux. Sorti en 85, accueil mitigé de la presse, succès commercial, lançant définitivement la franchise Freddy, pour le meilleur et pour le pire. Un film à part, une parenthèse. L'héroïne du premier et du troisième n'est pas présente. À peine l'évoque-t-on comme une fille folle ayant vécu là il y a quelques années. On retrouve juste son journal intime. Freddy 2 se déroule en fait dans un temps indépendant de tous les autres films. Un film à part aussi pour l'homosexualité présente, si bien que le site a élu le film à la première place du classement des 5 films d'horreur les plus involontairement gays. L'acteur, Mark Patton, s'amusera plus tard en disant qu'il est le first male scream, en référence aux célèbres Scream Queens du cinéma horrifique, car son personnage est souvent montré en train de crier comme les personnages stéréotypés féminins du film d'horreur. Considéré comme le moins réussi par Robert Englund, l'acteur jouant Freddy, ayant dérouté les fans de la première série, notamment lors de la scène de la piscine où Freddy prenait place dans le réel pour la première fois. Rejeté par Wes Craven, jugeant ridicule les histoires de possession. Wesh les frérots, on n'assume pas. Et pourtant, ce film est carré, mes rêves. Un Freddy différent. Mais qui est Freddy dans ce second volet? Il a un autre rôle. Il n'est plus seulement le maître des cauchemars, un croque-mitaine, ne cherchant qu'à tuer une poignée d'adolescents, responsables du crime de leurs parents. Un revanchard, pédophile et meurtrier, revenu d'entre les morts à travers les rêves. Non, ici Freddy contamine l'esprit du protagoniste, un adolescent en rupture avec ses parents. Un garçon fragile, à l'allure animale. Se promenant quasiment tout le temps torse nu, ou avec une chemise de pyjama ouverte, qui se demande souvent s'il ne devient pas fou, qui a un comportement violent lorsqu'il se bat avec son meilleur ami sur le terrain. Le rapprochement avec le loup-garou est évident. Un archétype, diraient certains, qui parcourt l'histoire de l'horreur depuis ses débuts. Celui d'un homme, en prise avec un esprit maléfique, qui le pousse à mal agir. Un Dr Jekyll et Mr Hyde, le Hulk, même si ce dernier appartient plutôt au genre de l'action. Une jeune victime fraîchement sucée par un vampire, aux prises à cette contamination de l'esprit, la transformation du corps, des sens, et le basculement dans la folie meurtrière. La petite Regan, l'exorciste, aux prises avec un démon vociférant de douces obscénités familiales. Wesh, ta maman goûte les tiges de Monsieur en Enfer? Désolé, je voulais éviter le strike de YouTube. À noter que le succès de Freddy tient sans doute au fait que la figure du loup-garou s'était dévitalisée au cinéma, passant de la figure angoissante à la figure grotesque de la comédie, devenant costume d'Halloween, apparaissant dans les dessins animés. Freddy a en quelque sorte repris le rôle archétypal du loup-garou, en revivifiant le concept pour qu'il ne fasse de nouveau peur. Pour cela,
L'aspect physique de la bête fut abandonné, tout en gardant la fonction principale, le meurtre, sauvage, où les corps sont lacérés. Et on pourrait très bien imaginer un médecin légiste devant le corps d'une des victimes s'esclaffer. Wesh, frère, aucune bête connue pourrait faire de telles marques. Mais je m'éloigne. Revenons à notre dos. L'histoire. Jess, le protagoniste, occupe la même chambre que Nancy, l'héroïne du premier. Mais contrairement au premier volet, Jess n'est pas attaqué par Freddy, pas poursuivi au début. Il est déjà dans le bus, avec le chauffeur, qui n'est tout simplement que Freddy Krueger. Il ne l'attaque pas, mais l'enlève pour partir dans le désert. Ne faut-il pas voir ici le bus comme le symbole de l'esprit de Jess, où le monstre prend déjà le contrôle de son esprit? La découverte du gant, comme artefact maudit, permettant à Freddy de quitter le monde des cauchemars pour apparaître dans le réel, constitue en quelque sorte la morsure du loup-garou. Et on voit alors se dessiner un long combat contre l'esprit de la bête, l'esprit de Krueger. Comme on peut s'y attendre, l'histoire montrera comment Jess tente de lutter contre cet esprit, comment il échoue, comment dans un dernier combat désespéré, il croit le vaincre, pour finir catastrophiquement vaincu. Il est emporté, encore par le bus. Jess ne pourra sans mourir jamais se séparer de ce double maléfique. Remarquons une fin ouverte. Nous ne sommes pas dans un livre où le loup-garou finit abattu par la police. Non, ici tout est possible, et même le pire. Celle où Jess se soumet entièrement à Freddy, libère cette puissance démoniaque dans la réalité, devient Freddy. Remarquons les relations ambivalentes qu'on éprouve à la mort des victimes de Freddy. Tout d'abord, le coach, un sadique. Des rumeurs comme quoi il fréquentait des clubs sadomasochistes. Un enfoiré pourrissant la vie de Jess dès qu'il peut. Sa mort apportera une certaine réjouissance aux spectateurs. Un piège de Freddy pour pénétrer plus en avant dans l'esprit de Jess. Le but étant, comme pour le loup-garou, de prendre le contrôle total de son hôte. Par ailleurs, un certain classicisme dans la solution adoptée par le scénariste. Seul l'amour pourra faire mourir la bête qui est en toi. Nous ne sommes pas loin de La Belle et la Bête. Le roman La Nuit du Sang avait opté pour une solution différente. Le héros, après avoir vécu un ménage à trois, où il s'adonnait à toutes les pratiques sexuelles les plus sauvages, se retrouvait en prise avec une diseuse de bonne aventure qui l'astreignait à un régime sévère. Pourtant, chez les deux, Freddy et ce roman, c'est la composante sexuelle qui constitue la dernière étape de transformation. Le moment où il est trop tard. Dans Freddy 2, Jess, sur le point de perdre son pucelage, se laisse posséder entièrement par Freddy à son midi. Un autre élément classique est celui du conte moral. Rappeler qu'il ne faut pas faire certains comportements, sinon un croque-mitaine viendra nous punir. Popularisé au cinéma sous le diminutif de slasher, la scène de la piscine en est clairement un exemple. Les adolescents, buvant, baisant, transgressant tous les interdits, se retrouvent à se faire massacrer par Freddy. Mais, à une nuance près, dans le film, c'est quasi anecdotique. Mais gars, c'est le Freddy à Chili. Faut le réhabiliter. On critique. Mais il est là, frère. Oublie le cadre de la religion Sainte-Mécou. Ici, c'est la possession du démon. Il y a de l'audace dans cette œuvre. Elle m'inspire pour la suite.